Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo en vue des élections générales du 20 décembre prochain. Une vingtaine de candidats sont en lice à l'élection présidentielle dont le président sortant Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, qui brigue un second mandat. Le port autonome de Dakar et les forces de défense et de sécurité s'unissent pour faire face aux défis sécuritaires du domaine portuaire. Les deux parties ont tenu une réunion conjointe pour réfléchir aux réponses à apporter pour assurer une meilleure compétitivité. Et l'Angola s'aligne sur la principale ligne directrice de l'ONU pour que d'ici 2027, les informations météorologiques soient accessibles à tous. Environ 60 millions d'euros ont été injectés dans des projets de modernisation de technologies avancées. Mais tout d'abord, le président de transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est arrivé à l'aéroport de Yaoundé le 6 décembre pour une visite de travail au Cameroun sur invitation du président Paul Biya. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté. Au menu de son séjour, une rencontre avec la communauté gabonaise de Yaoundé et une audience avec le président Paul Biya au Palais de l'Unité. Notons que le Cameroun était le seul pays d'Afrique centrale où le président de transition du Gabon n'avait pas encore été reçu par le chef de l'État depuis la prise de pouvoir par les militaires gabonais le 30 août dernier, qui a conduit au renversement du président Ali Bongo Ondimba. Également dans l'actualité, les relations entre les pays du Sahel et la France continuent de se détériorer. Dans un communiqué conjoint publié le 5 décembre, les régimes militaires du Mali et du Niger ont dénoncé le traité de non-double imposition avec la France. Il s'agit de conventions en vigueur depuis 1972 pour le Mali et 1965 pour le Niger, qui visent l'impôt des particuliers et des sociétés, l'impôt sur les successions ou encore les droits d'enregistrement. Les gouvernements du Mali et du Niger ont décidé de révoquer ces accords dans un délai de 3 mois en dénonçant le caractère déséquilibré de ces conventions, causant un manque à gagner considérable pour leur pays. En dénonçant cette convention de coopération fiscale avec la France, le Niger et le Mali emboîtent le pas au Burkina Faso, qui l'avait déjà fait en août dernier. Environ 44 millions d'électeurs congolais sont convoqués aux urnes le 20 décembre prochain dans le cadre des élections générales en République démocratique du Congo. La campagne électorale se poursuit jusqu'au 18 décembre pour la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle dont fait partie le président sortant Félix Tshisekedi. Le candidat numéro 20 brigue un second mandat pour poursuivre la finalisation des projets de développement et de sécurité. Les précisions de Marcel Kouassi. En République démocratique du Congo, plus de 40 millions d'électeurs sur une population estimée à 100 millions seront appelés aux urnes pour la présidentielle du 20 décembre 2023. La campagne électorale lancée officiellement le 19 novembre 2023 se poursuit à travers le pays et va se clôturer le 18 décembre 2023. Le président sortant Félix Tshisekedi, qui a repris sa campagne le 5 décembre 2023 après 3 jours de suspension, présente les priorités de son second mandat. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Eric Ndiendou, directeur du service de la communication du président Félix Tshisekedi, fait savoir que le chef de l'État sortant souhaite notamment poursuivre la finalisation des projets de développement, d'amélioration des conditions de vie des populations et de pacification de la partie est du pays. Le leitmotiv de l'action de Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, comme vous l'avez dit, en fait, c'est tout faire pour le peuple, tout faire pour l'intérêt général du Congolais. Parmi les nombreuses qui ont été mises en œuvre durant ces 5 premières années, la gratuité de l'enseignement primaire. Ça a permis à 5 millions de jeunes enfants qui ont pu accéder à l'école. Autrement, ils n'auraient pas pu le faire parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de le faire. Deuxième mesure, la mise en place de la CSU, la couverture santé universelle. Ça n'avait jamais été fait au Congo. Bien que son potentiel démographique représente un débouché important, le développement de la République démocratique du Congo est freiné par plusieurs facteurs dont la guerre dans sa partie est, qui a fait plus de 8 millions de morts en 2 décennies.
Pour bâtir un État prospère, l'UDPS, la coalition au pouvoir, soutient l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, veut poursuivre la consolidation de la paix. Il a réhabilité l'armée congolaise, il a redonné de la dignité à nos militaires, il a augmenté leurs soldes, il leur a donné, un apport social pour leurs familles, réhabilité la gratuité des soins pour les familles des militaires, l'accès à l'école gratuite pour les familles des militaires. Aujourd'hui, l'armée congolaise est rééquipée, elle est prête à exercer son mandat, c'est-à-dire défendre la population congolaise. La coalition au pouvoir UDPS, conduite par le président sortant Félix Tshisekedi, aura comme principaux challengers des poids lourds de l'opposition, comme Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, la coalition Congo-Yamakasi, conduite par Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga dans le sud-est du pays, et Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dans le reste de l'actualité, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sera de retour devant la justice le 12 décembre. Un tribunal de Dakar examinera à cette date sa réintégration ou non sur les listes électorales. Un enjeu majeur dont dépend sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Rappelons que le 17 novembre dernier, le maire de Ziguinchor avait essuyé 2 revers judiciaires. La Cour de justice de la CEDEAO ne lui avait pas donné gain de cause concernant sa radiation des listes électorales et la Cour suprême du Sénégal avait cassé un jugement rendu en octobre dernier qui annulait sa radiation des listes électorales et donc le remettait dans la course à la présidentielle. Le port autonome de Dakar est un véritable levier stratégique et économique au Sénégal. C'est pour assurer la compétitivité de cette infrastructure qu'une réunion conjointe entre les responsables de l'infrastructure et les forces de défense et de sécurité s'est tenue le 2 décembre. Objectif affiché, faire face aux nouveaux défis sécuritaires du domaine portuaire. Plus de détails avec Cheikh Omar Kamara. Face à l'évolution des menaces et à l'émergence de nouvelles formes de criminalité, le port autonome de Dakar suit de près les recommandations internationales pour renforcer la sécurité des infrastructures portières. Cette réunion conjointe des autorités portières et des forces de défense et de sécurité a mis en lumière les mesures déjà prises et identifié les domaines qui nécessitent une attention particulière. Lors de la réunion, le directeur général du port autonome de Dakar, Moutagassi, a souligné l'importance de la coopération entre les acteurs portiers et les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des opérations portières. Au port autonome de Dakar, on décharge des produits pétroliers, de l'hydrocarbure. Nous déchargeons aussi des produits dangereux, donc nitrates et consorts. Et le port dispose des plans de sécurité. Nous avons aussi des interactions assez compliquées avec les riverains du port qui, en fonction de leur embarcation de fortune, viennent donc perturber le fonctionnement des navires, occasionnant donc aussi des dangers. Sous ce registre, avec un port qui performe du point de vue économique et financier, nous avons pensé que c'était important d'impliquer les forces de défense et de sécurité qui sont avec nous tous les jours. Le port autonome de Dakar, en tant que plate tournante du commerce régional, est conscient des enjeux sécuritaires qui pèsent sur ses activités. Grâce à cette collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité, il renforce sa position en tant que port fiable et sécurisé, garantissant ainsi la confiance des acteurs économiques et la continuité des échanges commerciaux. Le port autonome de Dakar, comme on a dit, c'est le poumon de l'économie. Il y a 3116 navires qui arrivent au port chaque année, venant de tous les horizons. Nous avons 2 millions de personnes qui transitent à partir du port. 1 million de personnes vont à Gorée chaque année. 1 million de personnes vont en Casamance chaque année. Donc c'est aussi des trajectoires, un lieu d'échange, de transit et de séjour d'événements extrêmement importants à sécuriser. Les activités maritimes du port autonome de Dakar ont enregistré une performance mensuelle de 32,2% en juillet 2022, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD. 95% du commerce extérieur du Sénégal transite par le port autonome de Dakar. Face au défi de l'intégration régionale, la CEMAC renforce sa coopération entre États et pour cause, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale est encore comptée parmi les régions du continent les moins intégrées.
pour inverser la tendance et pour financer des projets d'interconnexion. Une deuxième levée de fonds a été organisée à Paris par la CEMAC les 28 et 29 novembre dernier. Plus de 8 milliards d'euros ont été promis. Le point avec Philomène Tine. L'intégration régionale offre de meilleures possibilités de sortie des crises et défis du développement auxquels font face les pays africains. En Afrique centrale, l'intégration régionale et politique s'impose comme indispensable. Malgré la multiplication des institutions, l'intégration économique et politique au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, demeure un enjeu majeur pour la croissance durable et le développement. La sous-région regorge 6 pays, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Je pense que pour intégrer des pays, il faut d'abord intégrer les hommes. Nous sommes dans une zone forestière très difficile, très dense. Pour intégrer les hommes, il faut les faire communiquer. Il faut faire circuler les hommes, circuler les biens, les produits, les productions, etc., etc. Afin de progresser vers une intégration économique et politique plus étroite, la CEMAC doit davantage œuvrer en faveur du renforcement des infrastructures régionales, l'harmonisation des politiques économiques, la promotion de la libre circulation des personnes et des biens, entre autres. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les 13 projets intégrateurs de l'organisation sous-régionale, estimés à un coût total d'environ 8 835 millions d'euros. Je crois que les choses vont s'équilibrer, s'harmoniser lorsque nous échangerons de plus en plus ensemble, et nous le ferons de plus en plus en ayant la connexion entre Yaoundé et N'Djamena, Libreville et Brazzaville, Libreville et Bata. Et je crois que l'harmonisation viendra de l'échange, de la mise en commun, et notamment par les infrastructures routières. Les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale sont souvent complexes et interconnectés. Ils restent liés à la chute des investissements étrangers provoquée par la crise financière internationale, la crise alimentaire, l'absence d'infrastructures. 60 millions de dollars, c'est la somme que l'Angola a investie au cours de ces 4 dernières années pour moderniser et transformer ses systèmes météorologiques et géophysiques. Ce projet mené par l'INAMET doit permettre d'assurer l'utilisation de la technologie avancée pour sécuriser au mieux les populations locales à l'heure du changement climatique. Les précisions d'Amenedj. L'Angola veut moderniser ses systèmes météorologiques et géophysiques pour apporter des réponses rapides aux populations touchées par des catastrophes naturelles constantes. Dans cette perspective, les services de l'Institut national pour la météorologie et la géophysique INAMET seront désormais combinés à travers des innovations technologiques. Il est ainsi prévu l'installation de 83 stations, notamment aéronautiques, météorologiques et sismiques. L'utilisation de la technologie avancée est l'expression de l'intérêt des dirigeants à la sécurité des populations, surtout locales. Elle permet de prévenir d'éventuels aléas, qu'ils soient systémiques ou naturels. Ce faisant, les acteurs à tous les niveaux, s'ils ont l'information en temps réel et de façon compréhensible, pourront planifier des actions urgentes qui protégeront les populations et les biens. Entre 2019 et 2022, partant d'un budget de 60 millions d'euros, l'Angola a injecté des fonds dans le financement de projets de modernisation dénommés PMI, avec le soutien de son ministère de tutelle. Il vise à améliorer significativement les capacités de prévision et de service de l'INAMET, à soutenir l'industrie pétrolière, l'agriculture et l'aviation, tout en améliorant la surveillance du climat pour une meilleure adaptation aux effets du changement climatique. Économiquement, l'Angola pourra épargner sur la durée grâce à des actions anticipatives et maintenir sa population résiliente aux événements ou aux aléas de quelle nature qu'elle soit. Le pays devient ainsi le point focal de la communauté de développement de l'Afrique australe pour la collecte et la diffusion de l'information, disposant à travers l'Organisation météorologique mondiale du serveur qui surveille et traite les données sur les conditions météorologiques extrêmes pour l'Afrique. Le choc des titans arrive à son terme en Côte d'Ivoire. Cette 4e édition, qui a débuté en juillet dernier, connaîtra son épilogue le 16 décembre. Ce projet aura permis d'organiser plusieurs combats de boxe à Abidjan et à l'intérieur du pays pour redorer le blason de la discipline. Le point avec José Douglas.
Les villes d'Atekoubé, de Daloa et de Bouaké ont relevé les défis de ce marathon de la boxe qui arrive à son terme le 16 décembre 2023 avec un choc des titans. Pour se qualifier à la phase finale, les combattants ont pris part à une caravane qui a permis à certains d'entre eux de se qualifier pour l'apothéose finale. Des étapes marquées par des festivités, parades, concerts, ateliers et des exercices de soins médicaux ambulatoires. La caravane sur les Titans a fait une très belle caravane déjà. On dit merci déjà aux autorités qui ont cru en nous, au ministre de la Jeunesse qui a son gros ministère aujourd'hui, M. Mamadou Touré qui nous a dit que ce projet-là c'est un projet de la jeunesse ivoirienne, de l'apporter avec son gros ministère. On a fait une caravane sur la Daloa. On dit merci aux professionnels de Daloa qui nous ont accueillis à Daloa. On t'a aboqué chez le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Conan Assory-Jacques. Le ministre des Transports, Mamadou Koné, aussi nous a réussi à boquer. Toutes ces personnalités du monde politique ont compris que cette jeunesse-là pourrait avoir cette valeur ajoutée par rapport au sport. Ce gala intitulé Choc des Titans à Abidjan va regrouper les finalistes des phases éliminatoires locales et des champions nationaux et intercontinentaux. Il est question d'un plateau inédit où nous retrouverons des boxeurs de plusieurs pays. Le programme sera constitué de 6 combats professionnels, 8 combats amateurs et 3 combats extra. Et nous, on va créer un combat, après les amateurs, des enfants qui viennent de communes, un combat avec des professionnels. Youssou Doumia va revenir chez lui à Abidjan, venir défendre son titre contre Abdel Nicolas, l'Argentin. Il y a Michael Ta, Marcel Zao, il y a même à Abidjan le jeune Adama Koné. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont impliqués dans ce sport-là. Vous ne pouvez pas imaginer. Bon, le public de la boxe, c'est un public qui constate du vrai. Parce que la boxe, on ne triche pas. Il n'y a pas 11 joueurs, on ne marche pas en boxe. On gagne ou on perd et on respecte en face. Dans le public de la boxe, comme vous avez vu à Bouaké, on appelle les 10 000 personnes. Il y a beaucoup de monde, l'engouement est partout. Rendez-vous au Palais des Sports de Treichville pour ce grand rendez-vous de la boxe. Le Choc des Titans, un événement sportif exceptionnel et innovant dans le cadre de la célébration de la boxe en Côte d'Ivoire et conçu pour redynamiser le noblard dans ce pays. L'organisateur devrait être épaulé par des partenaires techniques et institutionnels de la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.